En l'hiver 1856, l'hiver semblait s'être arrêté dans le temps. Le froid était arrivé trop tôt et avec lui un silence qui n'était pas seulement celui de la neige qui amortissait le monde. C'était un silence qui semblait venir de l'intérieur des maisons, des gens, de leurs propres pensées. En haut de la colline, à l'écart de la ville, l'orphelinat Sainte-Claire dominait le paysage. Un bâtiment de pierre grise aux fenêtres hautes et étroites qui regardait la Loire comme une sentinelle éreintée Morville. À l'intérieur, 23 enfants vivèrent sous la supervision de sœur Madeleine et de 2 autres religieuses. C'était un lieu de règles simples, obéissance, silence en nuit et ne jamais, au grand jamais, ouvrir la porte du sous-sol. L'après-midi du 3 décembre, la neige commença à tomber en grands flocons lents. Depuis le doctorat, la petite Élise, 9 ans, observait à la cour se couvrir de blanc. « On dirait que le monde va disparaître », murmura-t-elle, à personne en particulier. Derrière elle, Baptiste, plus sage et toujours l'enclin à dévier les ordres, sourit. « Ou qu'il va cacher des choses qu'on ne devrait pas voir ?» Élise ne répondit pas. Mais cette nuit-là, elle reprend ça à ses noms, alors que le vent sifflait par les sur des fenêtres. Sœur Madeleine faisait de rire au monde, lorsqu'elle entendit quelque chose venant au nom du couvert du sous-sol. Un bruit sec rythmait comme si quelqu'un frappait des morceaux du bois. Elle s'arrêta et écouta. 3 coups. Silence. Puis 3 autres. Elle ne s'approcha pas. Elle fit simplement le signe de la croix et elle se dirigea vers sa chambre. Le lendemain matin, des enfants ouverts d'une marque dans la cour. Elles ressemblaient à des empreintes, mais pas de chaussures. Elles étaient larges, profondes, comme si quelqu'un au nu des très lourds avait marché sur la neige fraîche. Les traces venaient du bois derrière l'orphelinat et s'arrêtaient exactement devant la porte du sous-sol. Sœur Madeleine ordonna que personne n'en parle. « C'est le vent, les enfants, juste le vent. » Mais même un enfant de 5 ans savait que le vent ne laissait pas d'empreinte. La 3e nuit de neige, Élise se réveilla au bruit d'un son venant du couloir. Des pas lents, traînants, comme si quelqu'un glissait ses pieds sur le sol en pierre. La lumière de la lampe vacillait. Elle pensa appeler la sœur, mais la curiosité fut plus forte. Elle suivit les pas jusqu'à l'escalier menant au sous-sol. La porte était entr'ouverte. De là venait un air glacial, bien plus froid que celui de l'extérieur. « Y a-t-il quelqu'un » chuchota-t-elle. Le silence répondit. Et puis 3 coups sur le bois résonnèrent, lents et lourds. Le lendemain, Élise ne parla pas de ce qu'elle avait vu, mais elle remarqua que Baptiste, au petit déjeuner, évitait de la regarder. Et lorsqu'ils se croisèrent dans le couloir, il murmura « J'ai entendu aussi ». La semaine suivante, le froid s'intensifia. La neige montait jusqu'à mi-hauteur des fenêtres du rez-de-chaussée et la ville en contrebas semblait abandonnée. L'orphelinat était isolé. Les réserves de nourriture diminuaient. Une nuit particulièrement silencieuse, la porte du sous-sol grinça et une ombre traversa le couloir, haute et mince, se déplaçant lentement. Les enfants qui étaient éveillés furent semblants de dormir, mais tous entendirent le son. 3 coups, puis 3 autres. Sœur Madeleine répétait à tous que l'isolement était une bénédiction. Loin de la ville, loin des mauvaises influences, l'orphelinat était un lieu sûr. Mais cet hiver-là, même elle évitait de passer près de la porte du sous-sol. Personne n'en parlait ouvertement, mais tous le voyaient. Le loquet rouillé, qui était toujours baissé, semblait à présent propre, poli, comme si des mains l'ouvraient et le fermaient toutes les nuits. Le vendredi, pendant la messe matinale, la neige commença à tomber à l'intérieur de la chapelle. Pas par la porte ou les fenêtres, mais d'en haut, à travers de petites fissures que personne ne pouvait expliquer. Les flocons se posaient sur l'autel, fondant lentement. Les enfants se regardaient inquiets. Sœur Madeleine se contenta de prier plus fort. Baptiste commença à collectionner des choses étranges. De petits morceaux de bois momillés trouvés près du sous-sol, des clous tordus, et un ruban de tissu ancien avec une lettre brodée. Ah! Personne à l'orphelinat n'avait de vêtements avec cette lettre. Peut-être qu'il appartenait à quelqu'un qui a vécu ici avant nous, dit-il à Élise. Elle ne répondit pas.
mais elle ne put s'empêcher d'imaginer des visages qu'elle n'avait jamais vus en tant ces couloirs. La 8e nuit dernière, Élise fut réveillée par un son différent. Ce n'était ni des cours, ni des pas. C'était comme une mélodie, faible, lointaine, comme si quelqu'un chantait pour soi-même. Elle suivit le chant jusqu'à l'escalier du sous-sol. La porte était fermée, mais la musique venait clairement de là-bas. Elle ne reconnaissait pas la langue. Les mots semblaient anciens, traînants, chargés d'échos. Elle connaissancerait sur le bois froid, et à cet instant, quelque chose frappa de l'autre côté, assez fort pour la faire tomber à la renverse. Au petit déjeuner, elle essaya de la raconter à Sir Matcail. La femme leur fixa longuement. Les rêves pincés. « Tu vas oublier ce rêve, ma fille, ou tu n'auras plus le droit de sortir de ta chambre. » Ce n'était pas un rêve, mais Élise comprit qu'insister ne servirait à rien. Cette règle, non écrite, ne pas parler du sol, était maintenant claire pour elle. L'isolement s'aggrava. Le A arracha une partie du toit du hangar en se mélissant les portes sous de la neige trop pacte. Les cloches de la chapelle chétisaient sans raison, même quand les corps étaient tirés. Un matin, en ouvrant le réfectoire, ils trouvèrent du gel, couvrant tout le mur nord, de l'intérieur. Il était épais, irrégulier, et lorsqu'ils essayèrent de le casser, ils s'aperçurent qu'il y avait quelque chose de sombre pris au milieu. Cela ressemblait à une main. Sœur Madeleine ordonna de le recouvrir de planches et interdit à tout enfant d'y entrer. Mais Baptiste réussit à voir avant qu'on ne ferme. Ce n'était pas une main humaine. C'était plus grand, beaucoup plus grand. La 12e nuit, le chant revint, cette fois plus fort et accompagné d'un grattement rythmé, comme des griffes glissant sur de la pierre. Les enfants se recroquevillaient dans leur lit, même Sœur Madeleine ne fut pas vue avant le lendemain matin. Lorsque le jour se leva, il y avait des marques dans la cour, des rayures profondes dans la glace, vraiment un symbole que personne ne reconnut. La neige essaya de les recouvrir rapidement, mais c'est un hurletant de voir un cercle traversé de 3 lignes. Baptiste dit qu'il avait déjà vu ces symboles, gravés sur le bois de la porte du sous-sol. Le point de rupture vint à la nuit suivante. La porte du sous-sol n'était pas seulement ouverte, l'escalier était recouvert d'une fine couche de neige. Cela signifiait que quelque chose, ou quelqu'un, était monté. Dans le dortoir, Élise sentit le froid avant d'entendre le moindre son. Un froid qui semblait venir de l'intérieur des os. Puis les coups commencèrent. 1, 2, 3. Et puis 3 autres. Mais cette fois, ils ne venaient pas du sous-sol. Ils venaient de la porte du dortoir. La poignée tourna lentement, les enfants tinrent leur souffle, et dans l'ombrature sombre de la porte apparut une ombre haute et étroite. Elle n'entra pas, elle ne parla pas, elle resta juste là, immobile, comme si elle comptait ceux qui étaient dans la piazza. Lorsqu'elle recula, la porte se referma toute seule, et le lendemain matin, l'antélie était vide. Le lendemain matin, on ne commençait pas par le son de la cloche de la chapelle, il commençait par des cris. Ce fut Marie, le plus jeune, qui donna l'alerte. Lorsque sur 2 arrivant dans le dortoir des filles, elle trouva toutes leur rassemblées autour du lit de Camille. Vide. La couverture encore chaude. Au cassis de l'huile la nuit précédente. Juste le silence. Peut-être qu'elle est allée aux toilettes, les intéressés à voir, forçant à quand même qu'ils ne ressentaient pas. Mais toutes savaient qu'à l'orphelinat, les portes étaient verrouillées la nuit. Personne ne sortait de chambre avant la première paye. Germaine entra jusqu'à pour qu'elle avait un visage pâle. Elle regarda autour d'elle sans rien bien et sortit en appelant les autres résus. Aucune instruction ne fut donnée aux enfants. Aucune explication. Le réfectoire était froid ce matin-là. Les fenêtres recouvertes d'une épaisse couche de glace déformaient la lumière du soleil, rendant tout opaque, presque gris. Personne n'avait faim. Baptiste, assis dans un coin, gardait les yeux fixés sur la porte. Quand Élise s'approcha, il parla à voix basse. « Camille n'est pas dans l'orphelinat ? Comment tu sais ça ? » « Parce qu'ils ne l'ont pas emmenée en bas. J'ai entendu la porte du sous-sol se fermer, mais les pas ne sont pas descendus. » En fin d'après-midi, la neige recommença à tomber, plus lourde. Le vent hurlait dans le bois. Et, dans la cour, de nouvelles marques apparurent, cette fois beaucoup plus proches des fenêtres. 3 lignes parallèles rayées dans la glace. Le même symbole,
un complet qu'ils avaient vu quelques jours plus tôt. Baptiste toucha discrètement Élise du coude. « Ces marques, elles ne sont pas pour nous, elles sont pour lui. » « Pour qui ?» Il ne répondit pas. La ville était isolée. Les habitants en contrebas ne savaient peut-être même pas que des enfants disparaissaient sur la colline. Et même s'ils les savaient, le chemin vers l'orphelinat était bloqué par la neige. La troisième nuit sans Camille, Élise fut réveillée par un bruit qu'elle n'avait entendu depuis le début de l'hiver, de l'eau qui coule. C'était impossible, tout était gelé. Elle suivit le son jusqu'à la fenêtre et vit quelque chose qui lui glaça le sang. Au milieu de la cour, sur la glace, se trouvait Camille, en chemise de nuit, pieds nus, les cheveux attachés en un chignon en travers, le visage tourné vers le mur nord, immobile. Élise essaya de l'appeler, mais sa voix ne sortit pas. Elle courut à la chambre de Baptiste, le secoua, le traîna jusqu'à la fenêtre. Mais quand il regarda, la cour était vide. Le lendemain, un trou apparut dans la glace du mur nord, exactement là où Camille regardait la nuit précédente. À l'intérieur, quelque chose brillait. Baptiste essaya de casser pour mieux voir, mais sœur Madeleine apparut et le tira par le bras avec force. « Ne touche jamais la glace, mon garçon !» Dans le réfectoire, l'ambiance devint lourde. L'absence de Camille était un vide constant, mais personne n'osa en parler. C'est alors que sœur Madeleine fit une annonce. « À partir d'aujourd'hui, personne ne s'éloigne des dortoirs la nuit. Porte verrouillée, fenêtre fermée. Quiconque désobéira sera puni. » C'était une mesure inutile. Tous savaient que ceux qui avaient emporté Camille n'avaient pas besoin de porte ouverte pour entrer. La quatrième nuit, la mélodie revint, plus nette, comme si elle montait par le sol. C'était différent cette fois. Il y avait quelque chose de familier. Baptiste ferma les yeux. Essayant de reconnaître, il réalisa alors « c'est une berceuse !» Élise ne comprenait pas comment cela pouvait être effrayant, mais elle se souvint alors. La seule personne qui leur chantait à l'orphelinat était sœur Madeleine, et cette voix n'était pas la sienne. Le lendemain, le temps empira. Le gel commença à envahir l'intérieur des murs, coulant comme s'il était vivant. La chapelle fut fermée car l'autel était complètement couvert. La cloche, qui était restée silencieuse, sonna, seule au crépuscule. 3 coulants et 3 autres. Baptiste et Élise se regardèrent. C'était le même rythme que les coups dans le sous-sol. Plus tard, Baptiste apparut dans la chambre d'Élise avec un morceau de papier froissé. Il l'avait pris dans la poche d'une vieille soutane rangée dans l'entrepôt. C'était une coupure de journal, jaunie, datée d'il y a 20 ans. Le titre disait « La neige engloutit un orphelinat à Saint-Vivien, 12 morts ». Le texte était court. Il parlait d'un hiver rigoureux, d'un vieux bâtiment et d'enfants qui ont disparu sans laisser de traces. À la fin, un détail. La seule survivante était une novice nommée Madeleine. Ce qui s'est passé ensuite, je vais le développer pour le reste du chapitre, pour arriver à des 1500 mots avec la première tentative de Baptiste d'Élise d'ouvrir la porte du sous-sol pour découvrir la vérité. La coupure de journal tremblait dans les mains d'Élise, non pas à cause du froid, mais à cause de la certitude que ces mots n'étaient pas simplement une vieille histoire. Le nombre de morts, 12. Le nombre d'enfants dans l'orphelinat, maintenant, 12 aussi, sans compter Camille. « Tu penses que... » commençait-elle. Baptiste l'interrompit. « Je pense que la même chose se reproduit. » Le nom de Madeleine à la fin de l'article était comme une lame de glace. Si elle était la seule survivante, alors elle savait exactement ce qu'elle est arrivée. Et pourtant, personne n'avait été prévenu. Cette nuit-là, le vent était si fort qu'il faisait trembler les fenêtres. La glace accumulée dans les coins craquait comme si elle voulait se détacher. Baptiste attendit minuit pour frapper discrètement à la porte d'Élise. Il tenait une bougie et un trousseau de clés rouillées. Je les ai prises dans le placard de sœur Thérèse. Peut-être que l'une d'elles contiendra la porte. Tu soupçonnes ? Élise hésita. Elle ne voulait pas y aller, pas vraiment. Mais l'image de Camille dans la cour l'empêchait d'ouvrir. Ils descendirent les couloirs silencieux, évitant les jaunes où le gel croquait sur les murs. L'air devenait plus froid à chaque pas. Lorsqu'elles arrivèrent devant la porte du sous-sol, il vit que le loquet était fermé, mais propre, comme s'il était poli, le matin même. Baptiste rien la première quai, rien. La seconde entra avec difficulté, mais ne tourna pas.
À la troisième tentative, ils ont aussi rendu clic. Reste un soupir. La bougie vacilla avec le courant froid. Ils descendirent lentement, marche après marche. L'escalier en pierre était humide et de petites gouttes pendaient du plafond, figées au milieu de leur chute. En arrivant au fond, ils virent que le sous-sol n'était pas comme ils l'avaient imaginé. Il n'y avait ni tonneau, ni boîte, juste un grand espace irrégulier avec le sol recouvert d'une fine couche de glace. Au centre, un cercle de bière sombre avec le même symbole que les marques dans la cour, 3 lignes le traversant. « Ce n'est pas un sous-sol !» murmura Élise. Baptiste s'agenouilla, passant sa main sur le symbole. Le froid lui grûla la peau, l'obligeant à reculer. C'est alors qu'ils entendirent, pas le coup, pas le chant, mais un son bas, grave, comme un cœur qui bat très lentement. Il semblait venir dessous le cercle. Un craquement résonna au plafond, et la porte d'en haut se referma avec force. Ils se regardèrent, la panique grandissant. La bougie s'éteignit, et dans le noir absolu, quelque chose respira. C'était proche, très proche. Baptiste tira Élise par le bras, remontant l'escalier à l'aveugle. Ils trébuchèrent, tombèrent, s'écorchèrent les genoux, mais continuèrent. Lorsqu'ils atteignirent la porte, ils ne se souvenaient plus de la clé qu'ils avaient utilisée auparavant. Ils entendirent Aubé Palan monter derrière eux. Finalement, la clé tourna et la porte s'ouvrit avec un grincement. Ils sortirent dans le couloir, se variant à nouveau. Le silence revint, mais le froid ne les quitta pas. Dans le dortoir, aucune d'eux ne dormit. Et pour la première fois, Élise réalisa que les coups dans le sous-sol n'étaient pas pour entrer. Ils étaient pour sortir. Du lendemain, ce Madeleine réunit tout le monde au réfectoire. Son visage était sérieux, mais ses yeux avaient un éclat étrange. L'hiver fera long cette année, plus que quiconque n'a jamais vu. Nous devons rester unis, et par-dessus tout, obéissants. Baptiste et Élise ne dirent rien. Mais dans le fond d'eux-mêmes, ils savaient que chaque nuit, à partir de ce moment-là, j'aurais une lutte pour n'unir pas notre Olivier le matin. La première semaine de janvier, sa vie vient sur Douar, cessa d'exister pour le monde extérieur. Le chemin vers la ville disparut sous 3 mètres de neige. Les arbres, autrefois fiers, au sommet de la colline, se courbaient sous le ploie blanc. Et l'orphelinat de se Rambastan fendrit dans une nerf gelée. Sœur Madeleine ne parlait plus de Camille. Les enfants non plus ne posaient pas de questions. Mais chaque fois que l'un d'eux se réveillait au milieu de la nuit, il jurait entendre des pas dans le couloir, lents et traînants, qui s'arrêtaient devant certaines portes, comme s'ils comptaient. Baptiste commençait à marquer sur le calendrier mural les nuits où les coups se produisaient. Il remarqua un schéma. « C'est tous les 3 jours, dit-il à Élise, et toujours à la même heure. Dans la nuit du 6 janvier, le vent cessa soudainement. Le silence était si absolu que même leur respiration semblait trop bruyante. C'est dans ce silence qu'une voix murmura. Elle ne venait pas de l'extérieur. Elle ne venait pas du couloir. Elle venait de l'intérieur de la tête d'Alice. « Je peux te montrer où elle est. » Elle se renquevilla dans son lit, les yeux écarquillés. La voix continua. « Il fait froid ici. Elle a très froid. Tu ne veux pas qu'elle souffre, n'est-ce pas ?» Le lendemain, Élise ne raconta à personne. Elle évitait de passer près du sous-sol. Elle savait que si elle s'en approchait, la froid reviendrait. Baptiste, en revanche, semblait plus déterminé. Si on réussit à enquérir le cercle de pierre, on pourra peut-être mettre fin à tout ça. Et si on libère ce qu'il y a là-bas, rétorqua-t-elle. Il ne répondit pas. Le froid commença à pénétrer dans des endroits qui n'avaient eu jamais gelé auparavant. Le puits, à l'intérieur de l'orphelinat, gela complètement, obligeant les religieuses à faire fondre la neige pour avoir de l'eau. Le pain moisissait dans quelques heures, et une fine couche de glace se formait chaque matin sur le sol du dortoir des filles.
Ce fut cette même semaine que les premières taches sombres apparurent sous la glace. Dans la cour, juste à côté du mur nord, des points noirs, presque des ombres, semblaient se déplacer lentement. Certains juraient y voir des visages. Certaines disaient que c'était juste la saleté piégée dans leur gelée, mais personne n'osait s'approcher pour vérifier. Le 12, le coup vint plus tôt que prévu. Trembra, pause, 3. Et ensuite quelque chose de nouveau. Un bout de griffe qui grattait le bois. Baptiste a donc isouda le nuit. Cette fois, ils ne s'arrêtèrent pas à la porte du sous-sol. Ils s'arrêtèrent à la porte de l'ortoir de Gille. Élise fit semblant de dormir. Elle sentit Lupra monter par le lit, comme si quelqu'un se tenait là, au pied, et le regardait. Elle n'osa pas ouvrir les yeux. Le lendemain matin, un autre lit était vide. Margot, la plus âgée des filles, avait disparu. Aucun son, aucun cri, juste le vide. C'est là que Baptiste décida qu'il ne pouvait plus attendre. Soit on les cherche, soit on disparaît tous avant le printemps. L'absence de Margogne fut pleinement sonnée au rétoire. Sœur Madeleine servit la soupe claire comme si rien ne s'était passé. Mais quand une cuillère tomba par terre et se cassa en deux, toutes les têtes se tournèrent vers le bruit. C'était comme si n'importe quel son pouvait attirer l'attention de quelque chose qui écoutait. Cette nuit-là, Baptiste n'attendit pas minuit. Il prit la bougie, les clés, y tira Alice par le bras. « Si on attend, il les prendra tous. On va découvrir ce qu'il veut aujourd'hui. » Ils descendirent au sous-sol, sentant le froid s'intensifier à chaque marche. La porte était seulement entr'ouverte, un mauvais signe. En entrant, la bougie faillit s'éteindre. Le cercle de pierre était différent. Les 3 lignes gravées brillaient d'une faible lumière bleuâtre, comme un reflet venant d'en dessous. « Ce n'est pas que de la pierre, » murmura Baptiste. Il s'agenouilla, touchant légèrement. Ça ne brûlait pas, mais ça pulsait. Une vibration montait par son bras comme un cœur qui bat lentement. C'est alors qu'ils s'entendirent. D'abord, le même son grave qu'avant venant d'en dessous. Puis une voix. « Vous cherchez le disparu. » Ce n'était pas un murmure, ça ne résonnait pas dans l'air, mais en eux, comme si leur propre pensée parlait d'une voix étrange. « Rendez-les-nous, dit Baptiste, d'une voix ferme. Silence. Puis un rire bas et traînant. Je brûle les rondres, mais rien n'est donné, changer le change. Elle y sentit un frisson courir le long de sa colonne vertébrale. Que veux-tu? La réponse fut immédiate. La porte ouverte, seulement ça, une fois. Baptiste regarda Élise, hésitant. S'ils nous ouvraient, il pourrait libérer Camille, Margue, même aussi ce qui se trouvait en dessous. La lumière bleue s'intensifiait, le sol sous leurs pieds semble légèrement. Et pendant un instant, Élise vit une image dans son esprit. Camille et Vagnon, debout dans la neige, la regardions fixement, les yeux complètement blancs. « Des idées avant que la neige ne couvre le dernier chemin !» dit la voix. Et laissant le fil encore rond, variant la porte. Dans le couloir, l'ire semblait encore hybrider avec ce qu'ils avaient entendu. Aucun des deux ne parla de l'échange en ventant de main en pain. Cette journée-là, la neige tomba sans arrêter. Le tas commença à céder sous le brotati, et dans la cour, de nouvelles taches sombres apparurent sous la glace cette fois, avec des formes plus définies. Des visages. Des boules dans un tri silencieux. La nuit était morte, il n'y eut pas de coups, il n'y eut pas de jour, juste un silence absolu, brisé à la fin par un unique son, le fractement du bois du Laurentor. Quand si quelque chose de lourd s'était appuyé sur le mur attendant, Baptiste et Élise savaient que la décision pouvait être transportée. Soit ils acceptent mes propositions, soit ils voient dire « Mais tout le monde disparaît, un par un. » L'aube apporta une clarté pâle, presque maladive. La glace sur les fenêtres filtrait la lumière comme du verre sale, et les ombres des enfants dans le réfectoire semblaient plus longues qu'elles ne l'auraient dû. Sœur Madeleine lui en passage des écritures à voix basse, mais ses yeux ne parcouraient pas les mots. Ils étaient fixés sur quelque chose qu'elle seule semblait voir ou sentir.
Baptiste et Élise restèrent silencieux pendant le repas. Il n'y avait pas grand-chose à dire. Tous deux savaient que cette nuit serait différente. La voix du sous-sol ne parlerait plus avant que la promesse ne soit tenue et que le prix ne soit payé. « Si on fait ça, il n'y aura pas de retour en arrière », dit Baptiste en lavant la vaisselle. « Et si on ne le fait pas non plus ?» La réponse d'Élise sortit plus vite qu'elle ne s'y attendait. Pendant la journée, l'orphelinat semblait retenir son souffle. Les sœurs évitaient les couloirs le plus froid, les enfants restaient près des lampes, comme si la lumière était une amulette. Dehors, la neige ne tombait plus, mais elle ne fondait pas non plus. Le monde était suspendu, piégé dans une pause interminable. Quand la nuit tomba, Baptiste était prêt. La bougie à la main, les clés dans sa poche, et un courage qui semblait plus de l'entêtement que de la bravoure. Élise le trouva dans le couloir. Allons-y. Les escaliers graissèrent sous leurs poings. La porte du sous-sol était fermée, mais le loquet était tiède, comme si quelqu'un venait de le touffer. La clé tourna facilement. Un souffle glacial les enveloppa, éteignant presque toute la bougie. En descendant, ils virent le cercle de pierre briller plus fort, les lignes bleues pulsant comme des vrais linges illuminés. « Vous êtes venus, » dit la voix remplissant l'orthèse. Baptiste s'agenouilla devant le cercle. « Nous voulons les filles. » La porte est j'ouvrions. Et il se ferma les yeux. « Si on te libère, promets-tu de ne pas toucher aux autres enfants ?» Un silence qui sembla durer des minutes, puis une réponse sèche. « Je le promets. » Baptiste et Didar regardent le symbole. Comment l'on ouvre? Du sang, rien que du sang. Le froid augmenta. De petits cristaux de glace comme entières se former en bout de leurs douettes. Baptiste regardait Élise et hocha la tête, mais ne reculait pas encore plus. Sortit de la poche une petite lame, celle qu'il utilisait pour tailler ses plumes. Une coupure rapide dans la ploide, ne s'en tombant sur la bière, disparaissant comme s'il était absorbé. La luire bleue s'intensifiait usable. Le sourire revint, plus rapide maintenant, comme un corps qui s'accélère. Le cercle commençait à retenir très lentement, libérant un merci froid que la prière s'arrêta instantanément. Dans l'obscurité, ils les entendirent des pas monter, et pas sur l'escalier, sur la glace. Sur la glace, même sous le cercle. Une fissure s'ouvrit au centre, et en sortit un vent humide avec une odeur de rivière et de terre ancienne. Puis, quelque chose la traversa. Une main, longue et fine, avec des doigts exagérés et une peau trop pâle. Baptiste recula, mais ne lâchait pas Élise. La main ne la toucha pas. Au lieu de cela, elle posa quelque chose par terre. Un ruban de cheveux bleus. C'était celui de Camille. « Une maintenant, les autres plus tard. La porte restera ouverte jusqu'au printemps, » dit la voix. Le cercle se referma avec un claquement. La lueur bleue disparut. Et alors qu'ils remontaient les escaliers en courant, ils entendirent, venant de la cour, les cloches de la chapelle sonner seules. Les cloches sonnèrent pendant une minute entière. 3 coups, pause, 3 de nouveau. Le son résonnait à travers les murs glacés, et chaque enfant de l'orphelinat savait que ce n'était pas pour annoncer la messe. Quand Baptiste et Élise retournèrent au dortoir, les lits étaient comme avant. Presque. Sur celui de Camille, qui était resté vide depuis les nuits de sa disparition, il y avait maintenant un poids sous les couvertures. Baptiste s'approcha, soulevant le tissu avec précaution. Camille était là, les yeux fermés, la respiration calme, la peau froide comme de la glace fraîchement formée. Elle ne semblait pas blessée, mais elle ne semblait pas non plus complètement vivante. Le lendemain matin, elle s'assit à la table du réfectoire, mais elle ne parla pas. Elle ne répondit pas quand on lui demanda où elle avait été. Elle mangeait lentement, le regard fixé sur un coin lointain, comme si elle écoutait quelque chose que personne d'autre n'entendait. Sir Madeleine, étrangement, ne montra aucune cerise. « Grâce à Dieu pour son retour, » dit-elle. Mais sa voix n'avait aucune chaleur. Baptiste et Élise s'évitèrent de se parler pendant la journée. Ils ne voulaient pas que quiconque remarque ce qu'ils avaient fait. Mais en passant dans le couloir qui menait à la porte du sous-sol, ils sentaient quelque chose. Le loquet était chaud. Pas comme la veille, mais beaucoup trop chaud pour un endroit qui voyait jamais le soleil. Et en crevant l'oreille au radio, ils entendirent des respirations, plusieurs. La nuit, Camille ne dormit pas. Elle resta assise sur son lit, regardant par la fenêtre couverte de glace.
Quand Élise lui demanda si elle avait froid, elle se contenta de sourire. Un sourire qui n'avait rien d'enfantin. Il a dit que la neige s'arrêterait quand tout le monde sera en sécurité, murmura-t-elle. Élise se figea. Qui a dit ça? Camille clignant lentement les yeux. L'homme de la glace. Les jours suivants furent différents. Le froid semblait se déplacer dans l'orphelinat comme un animal vivant, choisissant où frapper. Certaines pièces devenaient inhabitables d'un jour à l'autre. Les murs commençaient à suer de l'eau gelée, formant des motifs étranges presque comme des symboles. Baptiste commença à les dessiner dans un carnet, certain qu'il s'agissait de messages. Mais plus il dessinait, plus il avait du mal à dormir. 3 jours après le retour de Camille, Margot réapparut, non pas dans le dortoir, mais dans la cour. Debout au milieu de la neige, pieds nus et sans manteau, les sœurs la ramenèrent à l'intérieur, l'enveloppant dans des couvertures. Elle, comme Camille, ne parla pas. Et comme Camille, elle regardait des points vides, souriant seule. Cette nuit-là, les coups dans le sous-sol revinrent. Pas 3, pas 6, mais une longue séquence irrégulière, comme si plusieurs mains différentes rappaient en même temps. Baptiste et Élise n'avaient pas besoin de demander. Ils savaient qu'il n'y avait pas que l'homme de la glace là-bas. Maintenant, il n'y en avait plus. Le 5e jour, les sœurs commencèrent à verrouiller les portes intérieures, non pas pour protéger les enfants de ce qui venait de l'extérieur, mais pour protéger le reste de l'orphelinat de Camille et Margot. Tous deux commencèrent à marcher la nuit, toujours ensemble, toujours pieds nus, sans laisser d'empreintes dans la glace. Et de temps en temps, elles s'arrêtaient devant la porte du sous-sol et chuchotaient des choses dans une langue que personne ne reconnaissait. Baptiste commença à faire rêve. Il voyait le cercle de pierre ouvert, un couloir de glace s'étendant vers le bas et des silhouettes emprisonnées dans les murs. Le regardant passer au bout du couloir, une porte en fer battait lentement et derrière elle la même voix. « Il en manquera encore beaucoup !» Le réfectoire était silencieux. Camille et Margot étaient assises côte à côte, mâchant lentement le pain dur, les yeux fixés sur personne. Les sœurs faisaient semblant de ne pas remarquer, mais l'attention de leur maître haïssait leur nervosité. Seule sœur Madeleine semblait étrangement calme. Baptiste remarqua que Camille ne clignait pas des yeux. Du moins pas comme maman, les intervalles entre chaque clignement étaient longs, normaux, comme si elle oubliait de le faire. Il ne dormait pas, chuchotait Élise à côté de la lit. « Comment tu sais? J'ai entendu des pas dans le couloir toute la nuit. » Le froid est maintenant des zones fixes. Des couloirs entiers dégelés avec des couches de glace grimpant sur les murs comme des racines. Le sol craquait sous leurs pieds et la rue semblait plus lourde, comme s'il était difficile de respirer. Les enfants commencèrent à préviser les ordres mènent là derrière. Les sœurs se mirent à organiser des déplacements en groupe, même à l'intérieur du bâtiment. Ce fut l'un de ces matins, alors que tout le monde se rendait à la chapelle, que cela arriva. Sœur Geneviève, qui suivait le groupe, s'arrêta soudainement. Elle regarda au fond du couloir glacé comme si elle avait vu quelque chose. Avant que quiconque ne puisse demander, elle laissa échapper un cri et fut traînée dans l'obscurité. Les enfants se figèrent sur place. Le bruit de ses pieds tirés disparut rapidement, remplacé par un silence de mort. La recherche dura moins de 10 minutes. Il n'y avait pas d'empreinte, aucune marque de lutte. Mais, au bout du couloir, à l'endroit où elle avait disparu, il y avait un seul objet au sol. Son chapelet, trié dans une fine couche de glace. Sœur Madeleine le ramassa sans rien dire. C'est à ce moment-là que Baptiste réalisa qu'elle n'était pas surprise. Cette nuit-là, Camille parla pour la première fois depuis son retour. Elle s'assit au bord du lit d'Élise et chuchota. « Il est venu chercher. Il est pressé maintenant. »« Qui ça ?» demanda Élise, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. Camille sourit. « L'homme de la glace ?» Le nom resta. Les enfants commencèrent à l'utiliser dans leur chuchotement nocturne, même sans savoir ce que signifiait. Certains disaient que c'était un esprit piégé dans leur flîne, d'autres que c'était un homme qui avait vécu là avant et était mort joli. Baptiste
ne croyait en aucune de ces versions. Il savait au fond de lui que l'homme de la glace venait d'un endroit plus ancien que le bâtiment lui-même. 2 jours plus tard, sœur Thérèse disparut. Cette fois, il n'y eut pas de cri. Elle ne se présenta tout simplement pas au rapport. Ses lunettes étaient vides, le lit engorchou. Et sur le rebord de la fenêtre, une couche de glace en forme de main, comme si quelqu'un s'était appuyé là avant de s'évanouir. La tension atteignit son complet. Les sœurs enfermèrent les apportoins dans les dormitoires et commencèrent à monter la garde dans le couloir central. Mais la 3e nuit, les cris vinrent de l'intérieur du dormitoire des garçons. Baptiste se réveillait avec la sensation d'être observé. Il regarda au pied de son lit et vit une silhouette haute et mince, immobile. La faible lumière de la nuit ne révélait que le contour des bras trop longs, la tête légèrement penchée, comme si elle avait vu quelque chose. Il clignot des yeux et la silhouette disparut. À l'endroit où elle se trouvait, seule une tache de glace sur le plancher. Baptiste ne put pas dormir après l'apparition. Chaque craquement du bois, chaque changement dans le vent semblait être un pas qui s'approchait. Il resta assis sur son lit, les couvertures jusqu'au cou, regardé par la fenêtre couverte de glace. Quand le sommeil finit de le vaincre, il rêva du couloir glacé. La silhouette était de nouveau là, n'est plus proche cette fois. Et non pas, soit terminée par des mains étroites, aux doigts lousseux, chacun affilé comme une lame. Le lendemain matin, il en parla à Élise. Elle n'en douta pas. « Je l'ai vu aussi, dit-elle, la voix basse. »« Quand ?»« Hier soir, dans le couloir. Il est passé sans faire de bruit. » Et Camille l'a suivi. Ces mots martelèrent l'esprit de Baptiste pour le reste de la journée. Camille n'était plus seulement une victime, elle suivait la présence. Le froid continuait de se répandre, choisissant des endroits au hasard, comme si l'homme de la glace marquait des territoires temporaires. Et, à chaque nouveau point gelé, quelque chose disparaissait. Une sœur, un vêtement, un objet personnel. C'était comme s'il ramassait des fragments de la vie à l'intérieur. La 4e nuit, depuis la disparition de sœur Thérèse, les sœurs décidèrent de déplacer tous les enfants dans la chapelle, pensant que les murs plus épais et la lumière constante des bougies offriraient une protection. Baptiste n'y croyait pas, mais il n'avait pas le choix. Le groupe s'installa sur le sol foie, enveloppé dans des couvertures. La veillée commença. Vers 3 heures du matin, la température chuta soudainement. Les bougies vacillèrent, et une d'elles s'était mise seule. Marco leva la tête, le sourire pâle éliminé par la faible lumière. « Il est ici. » Un craquement résonna sur les murs. La glace commença à se former sur la porte principale de la chapelle, avançant rapidement comme si elle était vivante. Et à chaque nouveau point gelé, quelque chose disparaissait. Une sœur, un vêtement, un objet personnel. C'était comme s'il ramassait des fragments de la vie à l'intérieur. La 4e nuit, depuis la disparition de sœur Thérèse, les sœurs décidèrent de dépasser tous les enfants dans la chapelle, pensant que les murs plus épais et la lumière constante des bougies offrira une protection. Baptiste n'y croyait pas, mais il n'avait pas le choix. Le groupe s'installe sur le sol froid, enveloppé dans des couvertures. La veillée commença. Vers 3 heures du matin, la température chuta soudainement. Les bougies vacillèrent et une d'elles s'éteignit seule. Marot leva la tête, le sourire pâle, illuminé par la faible lumière. « Il est ici !» Un craquement résonna sur les murs. La glace commença à se former sur la porte principale de la chapelle, avança rapidement comme si elle était vivante. Et à chaque nouveau point gelé, quelque chose disparaissait. Une sœur, un vêtement, un objet personnel. C'était comme s'il ramassait des fragments de la vie intérieure.
La 4e nuit depuis la disparition de sœur Thérèse, les sœurs décidèrent de déplacer tous les enfants dans la chapelle, pensant que les murs brisés peints et la lumière constante des bougies offraient une protection. Baptiste n'y croyait pas, mais il n'avait pas le choix. Le groupe s'installa sur le sol froid, enveloppé dans des couvertures. La veille commença. Vers 3 heures du matin, la température chuta soudainement, les bougies vacillèrent et une tête atteignit salle. Margot leva la tête, le sourire pâle, illuminé par la faible lumière. « Il est ici. » Un craquement résonna sur les murs. La glace commença à se former sur la porte principale de la chapelle, avançait rapidement comme si elle était vivante. Le chapitre se termine avec Baptiste qui comprend que l'accord qu'il a fait en ouvrant la porte ne ramenait pas seulement certains disparus, mais donnait également à la permission à l'homme de la glace de choisir de nouvelles victimes sans aucune barrière. Le jour qui suivit la nuit dans la chapelle fut étrange. Les enfants semblaient plus fatigués, comme s'ils avaient couru un marathon pendant leur sommeil. Certains regardaient par la fenêtre gelée pendant de longues minutes, sans cligner des yeux, comme s'ils attendaient quelque chose. Camille et Margot marchaient toujours ensemble, chuchotant à voix basse. Parfois, elles riaient seules. Parfois, elles s'arrêtaient au milieu du couloir et posaient leurs mains contre le mur gelé, comme si elles entendaient quelque chose de l'intérieur. Baptiste était de plus en plus inquiet. Depuis que sœur Madeleine avait été emmenée, il n'y avait plus de véritable chef. Les deux sœurs restantes, sœur Clémence et sœur Rosaline, essayaient de maintenir la routine, mais la peur était visible dans leurs yeux. Même la prière avant les repas se n'est plus pressée, comme si elles voulaient simplement s'en acquitter avant de s'enfermer dans un endroit sûr. Le froid semblait avoir une volonté propre. Certaines chambres restaient tièdes, tandis que d'autres donnaient des chambres de glace en quelques heures. Et sur les murs gelés, de petites fissures commençaient à apparaître, se ramifiant comme des lers, ou comme des lettres. Ce fut Élise qui remarqua à la première que les fissures formaient des symboles. Ce n'étaient pas des lettres françaises, ni latines, mais d'une certaine manière on pouvait comprendre ce qu'elle disait. Des noms, nous dira-t-elle. Et en passant son doigt sur l'un d'eux, il eut l'impression que quelque chose aspirait son énergie. La 3e nuit, dans la chapelle, Baptiste fut réveillé par des rires venant de la cour. Il se leva doucement, évitant de réveiller les autres, et regarda par la fenêtre. Camille et Margot étaient dehors, pieds nus, tournant main dans la main dans le milieu de la neige. Autour d'elle, une silhouette autre observait. Elle n'y bougeait pas, elle les regardait juste tourner. La lumière de la lune révélait plus de détails maintenant. Des bras longs, un vêtement sombre comme une onde et un contour de glace à la place de visage. Quand il eut à la terre, Baptiste de recula instinctivement. Le lendemain matin, la cour était couverte de marques circulaires, comme si quelque chose de lourd avait tourné au même endroit pendant des heures. Les sœurs interdirent à tout enfant de s'approcher des fenêtres la nuit, mais les interdictions ne savaient plus rien. L'homme de la glace n'avait pas besoin d'être invité. La glace s'avançant à l'intérieur des lits, formant des cristaux sur les draps. La nourriture gelait dans les assiettes d'avant qu'elle n'ait fini de manger. Et, à mesure que les jours passaient, la notion du temps se perdait. Le ciel restait constamment gris. La neige tombait et s'accumulait sans jamais diminuer. Ce fut dans ce climat que le premier enfant, en dehors de Camille et Margot, commença à entendre la voix. Pierre, un garçon de 11 ans, s'approcha de Baptiste pendant le repas. « Il a dit que je peux partir avec lui car je veux. » Baptiste essaya de cacher son choc. « Qui ça ?» Pierre sourit. « L'homme de la glace. Il a dit que là-bas, ça ne fait pas mal. Là-bas, c'est calme. » Cette nuit-là, Pierre disparut. Aucun cri, aucune porte ouverte, juste sa couverture pliée sur le lit et une fine couche de glace là où il avait été couché. L'orphelinat était différent, pas seulement plus froid ou plus silencieux, mais plus petit, comme si les murs s'étaient rapprochés pendant la nuit. Les couloirs semblaient plus courts, les portes étaient à des endroits différents, et des fenêtres qui donnaient autrefois sur la cour ne montraient plus qu'un mur de neige. Baptiste fut le premier à le remarquer. Ce n'est pas qu'une impression, le bâtiment rétrécit. Élise ne voulait pas y croire,
Mais lorsqu'elle essaya d'aller à la cuisine, par le chemin qu'elle connaissait depuis toujours, elle aboutit dans un couloir étroit, entièrement gelé, qui se terminait par un mur solide. Le froid y était si intense qu'elle sentit ses cils durcir. Camille et Margot ne restaient presque plus avec les autres enfants. Elles passaient des heures dans la cour, même sous un blizzard, sans avoir l'air d'avoir froid. Parfois, elles disparaissaient complètement et revenaient avec des flocons de neige dans les cheveux et quelque chose dans les yeux qui n'y était pas à voir. Sœur Clémence essaya de leur interdire de sortir. La nuit suivante, sa chambre fut retrouvée vide, la porte ouverte, et sur le sol, il y avait des marques de mains gelées qui allaient du rebord du lit jusqu'à la fenêtre. Il ne restait plus que sœur Rosalie comme adulte responsable, mais elle ne parlait plus à personne. Elle marche dans les couloirs, un chapelet serré dans les mains, murmurant des prières. Ses doigts étaient d'une chimie violente, il semblait que sa peau, elle s'était déchirée. C'est alors que le son revint. Pas l'écho, ni n'égrattement, mais quelque chose de nouveau. Un chant bas, mélodieux, qui semblait venir du sol et traverser le corps. Les enfants s'arrêtaient partie-doutés, inclinant la tête comme des oiseaux. Baptiste et Élise essayaient de se boucher les oreilles, mais le son venait de l'intérieur, pas de l'extérieur. La troisième nuit de chant, 2 enfants disparus ensemble. Il n'y a pas de recherche, pas de pleurs. C'était comme si tout le monde savait déjà qu'il ne y en a pas. Le cercle de bière dans le sous-sol était le plus brillant de jamais. Les lignes bleues bougeaient maintenant comme du liquide. Et l'air y était signé froid qu'il semblait couper la pro. Baptiste commençait à être certain qu'il s'il ne ferme de passe là, bientôt l'homme de la glace ne retenu son éventuelle victime. Il les comptait simplement tous. Élise ne comprenait pas comment cela pouvait être effrayant, mais elle se souvint alors. La seule personne qui leur chantait à l'orphelinat était sœur Madeleine. Et cette voix n'était pas la sienne. Le lendemain, le temps empira. Le gel commença à envahir l'intérieur des murs, coulant comme s'il était vivant. La chapelle fut fermée car l'autel était complètement couvert. La cloche, qui était restée silencieuse, sonna, seule au crépuscule. 3 coulants et 3 autres. Baptiste et Élise se regardèrent. C'était le même rythme que les coups dans le sous-sol. Plus tard, Baptiste apparut dans la chambre d'Élise avec un morceau de papier froissé. Il l'avait pris dans la poche d'une vieille soutane rangée dans l'entrepôt. C'était une coupure de journal, jaunie, datée d'il y a 20 ans. Le titre disait « La neige engloutit un orphelinat à Saint-Vivien, 12 morts ». Le texte était court. Il parlait d'un hiver rigoureux, d'un vieux bâtiment et d'enfants qui ont disparu sans laisser de traces. À la fin, un détail. La seule survivante était une novice nommée Madeleine. Ce qui s'est passé ensuite, je vais le développer pour le reste du chapitre, pour arriver à des 1500 mots avec la première tentative de Baptiste d'Élise d'ouvrir la porte du sous-sol pour découvrir la vérité. La coupure de journal tremblait dans les mains d'Élise, non pas à cause du froid, mais à cause de la certitude que ces mots n'étaient pas simplement une vieille histoire. Le nombre de morts, 12. Le nombre d'enfants dans l'orphelinat, maintenant, 12 aussi, sans côté Camille. Tu penses que... Commençait-elle. Baptiste l'interrompit. Je pense que la même chose se reproduit. Le nom de Madeleine à la fin de l'article était comme une lame de glace. Si elle eût été la seule survivante, alors elle savait exactement ce qu'elle est arrivée. Et pourtant, personne n'avait été prévenu. Cette nuit-là, le vent était si fort qu'il faisait trembler les fenêtres. La glace accumulée dans les coins craquait comme si elle voulait se détacher. Baptiste attendit minuit pour frapper discrètement à la porte d'Élise. Il tenait une bougie et un trousseau de clés rouillées. Je les ai prises dans le placard de sœur Thérèse. Peut-être que l'une d'elles contiendra la porte. Tu soupçonnes? Élise hésita. Elle ne voulait pas y aller, pas vraiment. Mais l'image de Camille dans la cour l'empêchait de d'ouvrir. Ils descendirent les couloirs silencieux, évitant les jaunes d'où le gel croquait sur les murs. L'air devenait plus froid à chaque pas. Lorsqu'elles arrivèrent devant la porte du sous-sol, il vit que le loquet était fermé, mais propre, comme s'il était poli, le matin même. Baptiste ne rien la première quai, rien. La seconde entra avec difficulté, mais ne tournait pas. À la troisième tentative, ils entendent rendu clic, reste un soupir. Le réfectoire était froid ce matin-là. Les fenêtres recouvertes d'une épaisse couche de glace déformaient la lumière du soleil, rendant tout opaque, presque gris. Personne n'avait faim.
Baptiste, assis dans un coin, gardait les yeux fixés sur la porte. Quand Élise s'approcha, il parla à voix basse. « Camille n'est pas dans l'orphelinat ? Comment tu sais ça ? » « Parce qu'ils ne l'ont pas emmenée en bas. J'ai entendu la porte du sous-sol se fermer, mais les pas ne sont pas descendus. » En fin d'après-midi, la neige recommença à tomber, plus lourde. Le vent hurlait dans le bois. Et, dans la cour, de nouvelles marques apparurent, cette fois beaucoup plus proches des fenêtres. 3 lignes parallèles rayées dans la glace. Le même symbole, incomplet, qu'ils avaient vu quelques jours plus tôt. Baptiste toucha discrètement Élise du coude. « Ces marques, elles ne sont pas pour nous, elles sont pour lui. » « Pour qui ?» Il ne répondit pas. La ville était isolée. Les habitants en contrebas ne savaient peut-être même pas que des enfants disparaissaient sur la colline. Et même s'ils les savaient, le chemin vers l'orphelinat était bloqué par la neige. La 3e nuit sans Camille, Élise fut réveillée par un bruit qu'elle n'avait entendu depuis le début de l'hiver, de l'eau qui coule. C'était impossible, tout était gelé. Elle suivit le son jusqu'à la fenêtre et vit quelque chose qui lui glaça le sang. Au milieu de la cour, sur la glace se trouvait Camille, en chemise de nuit, pieds nus, les cheveux attachés en un chignon en travers. Le visage tourné vers le mur nord, immobile. Élise essaya de l'appeler, mais sa voix ne sortit pas. Elle courut à la chambre de Baptiste, le secoua, le traîna jusqu'à la fenêtre. Mais quand il regarda, la cour était vide. Le lendemain, un trou apparut dans la glace du mur nord, exactement là où Camille regardait la nuit précédente. À l'intérieur, quelque chose brillait. Baptiste essaya de casser pour mieux voir, mais sœur Madeleine apparut et le tira par le bras avec force. « Ne touche jamais la glace, mon garçon !» Dans le réfectoire, l'ambiance devint lourde. L'absence de Camille était un vide constant, mais personne n'osa en parler. C'est alors que sœur Madeleine fit une annonce. « À partir d'aujourd'hui, personne ne s'éloigne des dortoirs la nuit. Porte verrouillée, fenêtre fermée. Quiconque désobéira sera puni. » C'était une mesure inutile. Tous savaient que ceux qui avaient emporté Camille n'avaient pas besoin de porte ouverte pour entrer. La 4e nuit, la mélodie revint, plus nette, comme si elle montait par le sol. C'était différent cette fois. Il y avait quelque chose de familier. Baptiste ferma les yeux. Essayant de reconnaître, il réalisa alors « c'est une berceuse !» Un matin, en ouvrant le réfectoire, ils trouvèrent du gel, couvrant tout le mur nord, de l'intérieur. Il était épais, irrégulier, et lorsqu'ils essayèrent de le casser, ils s'aperçurent qu'il y avait quelque chose de sombre pris au milieu. Cela ressemblait à une main. Sœur Madeleine ordonna de le recouvrir de planches et interdit à tout enfant d'y entrer. Mais Baptiste réussit à voir avant qu'on ne ferme. Ce n'était pas une main humaine. C'était plus grand, beaucoup plus grand. La 12e nuit, le chant revint, cette fois plus fort et accompagné d'un grattement rythmé, comme des griffes glissant sur de la pierre. Les enfants se recroquevillaient dans leur lit, même sœur Madeleine ne fut pas vue avant le lendemain matin. Lorsque le jour se leva, il y avait des marques dans la cour, des rayures profondes dans la glace, vraiment un symbole que personne ne reconnut. La neige essaya de les recouvrir rapidement, mais c'est un hurletant de voir un cercle traversé de 3 lignes. Baptiste dit qu'il avait déjà vu ces symboles, gravés sur le bois de la porte du sous-sol. Le point de rupture vint à la nuit suivante. La porte du sous-sol n'était pas seulement ouverte, l'escalier était recouvert d'une fine couche de neige. Cela signifiait que quelque chose, ou quelqu'un, était monté. Dans le dortoir, Élise sentit le froid avant d'entendre le moindre son. Un froid qui semblait venir de l'intérieur des os. Puis les coups commencèrent. 1, 2, 3. Et puis 3 autres. Mais cette fois, ils ne venaient pas du sous-sol. Ils venaient de la porte du dortoir. La poignée tourna lentement, les enfants tinrent leur souffle, et dans l'ombrature sombre de la porte apparut une ombre haute et étroite. Elle n'entra pas, elle ne parla pas, elle resta juste là, immobile, comme si elle comptait ceux qui étaient dans la piazza. Lorsqu'elle recula, la porte se referma toute seule. Et le lendemain matin, l'antélie était vide. Le lendemain matin, on ne commença pas par le son de la cloche de la chapelle. Il commença par des cris. Je suis
Marie, le plus jeune, qui donna l'alerte. Lorsque sur deux, arrivant dans le dortoir des filles, elle trouva toutes leurs rassemblées autour du lit de Camille. Vide. La couverture encore chaude. Au cassis, de l'huile la nuit précédente. Juste le silence. Peut-être qu'elle est allée aux toilettes, les intéressés à voir, forçant à quand même qu'ils ne ressentaient pas. Mais toutes savaient qu'à l'orphelinat, les portes étaient verrouillées la nuit. Personne ne sortait de chambre avant la première paye. Germaine entra jusqu'après qu'elle avait un visage pâle. Elle regarda autour d'elle sans rien bien et sortit en appelant les autres résus. Aucune instruction ne fut donnée aux enfants. Aucune explication. La semaine suivante, le froid s'intensifia. La neige montait jusqu'à mi-hauteur des fenêtres du rez-de-chaussée et la ville en contrebas semblait abandonnée. L'orphelinat était isolé. Les réserves de nourriture diminuaient. Une nuit particulièrement silencieuse, la porte du sous-sol grinça et une ombre traversa le couloir, haute et mince, se déplaçant lentement. Les enfants qui étaient éveillés furent semblants de dormir, mais tous entendirent le son. 3 coups, puis 3 autres. Sœur Madeleine répétait à tous que l'isolement était une bénédiction. Loin de la ville, loin des mauvaises influences, l'orphelinat était un lieu sûr. Mais cet hiver-là, même elle évitait de passer près de la porte du sous-sol. Personne n'en parlait ouvertement, mais tous le voyaient. Le loquet rouillé, qui était toujours baissé, semblait à présent propre, poli, comme si des mains l'ouvraient et le fermaient toute la nuit. Le vendredi, pendant la messe matinale, la neige commença à tomber à l'intérieur de la chapelle. Pas par la porte ou les fenêtres, mais d'en haut, à travers de petites fissures que personne ne pouvait expliquer. Les flocons se posaient sur l'autel, fondant lentement. Les enfants se regardaient inquiets. Sœur Madeleine se contenta de prier plus fort. Baptiste commença à collectionner des choses étranges, de petits morceaux de bois momiillés trouvés près du sous-sol, des clous tordus, et un ruban de tissu ancien avec une lettre brodée. Ah! Personne à l'orphelinat n'avait de vêtements avec cette lettre. Peut-être qu'il appartenait à quelqu'un qui a vécu ici avant nous, dit-il à Élise. Elle ne répondit pas, mais elle ne put s'empêcher d'imaginer des visages qu'elle n'avait jamais vus en dans ces couloirs. La vie diminuait d'un air. Élise fut réveillée par un son différent. Ce n'était ni des cours ni des pas. C'était comme une mélodie, faible, lointaine, comme si quelqu'un chantait pour soi-même. Elle suivit le chant jusqu'à l'escalier du sous-sol. La porte était fermée, mais la musique venait clairement de là-bas. Elle ne reconnaissait pas la langue. Les mots semblaient anciens, traînants, chargés d'échos. Elle connaissannerait sur le bois froid, et à cet instant, quelque chose frappa de l'autre côté, assez fort pour la faire tomber à la renverse. Au petit déjeuner, elle essaya de la raconter à Sœur Mathilde. La femme leur fixa longuement. Les rêves pincés. « Tu vas oublier ce rêve, ma fille, ou tu n'auras plus le droit de sortir de ta chambre. » Ce n'était pas un rêve, mais Élise comprit qu'insister ne servirait à rien. Cette règle, non écrite, ne pas parler du sol, était maintenant claire pour elle. L'isolement s'aggrava. Le A arracha une partie du toit du hangar en se mélissant les portes sous de la neige trop pacte. Les cloches de la chapelle chétisaient sans raison, même quand les corps étaient tirés. « C'est le vent, les enfants, juste le vent !» Mais même un enfant de 5 ans savait que le vent ne laissait pas d'empreinte. La 3e nuit de neige, Élise se réveilla au bruit d'un son venant du couloir. Des pas lents, traînants, comme si quelqu'un glissait ses pieds sur le sol en pierre. La lumière de la lampe vacillait. Elle pensa appeler la sœur, mais la curiosité fut plus forte. Elle suivit les pas jusqu'à l'escalier menant au sous-sol. La porte était entr'ouverte. De là venait un air glacial, bien plus froid que celui de l'extérieur. « Y a-t-il quelqu'un » chuchota-t-elle. Le silence répondit. Et puis 3 coups sur le bois résonnèrent, lents et lourds. Le lendemain, Élise ne parla pas de ce qu'elle avait vu, mais elle remarqua que Baptiste, au petit déjeuner, évitait de la regarder. Et lorsqu'ils se croisèrent dans le couloir, il murmura « J'ai entendu aussi ».
En l'hiver 1856, l'hiver semblait s'être arrêté dans le temps. Le froid était arrivé trop tôt, et avec lui, un silence qui n'était pas seulement celui de la neige qui amortissait le monde. C'était un silence qui semblait venir de l'intérieur des maisons, des gens, de leurs propres pensées. En haut de la colline, à l'écart de la ville, l'orphelinat Sainte-Claire dominait le paysage. Un bâtiment de pierre grise aux fenêtres hautes et étroites qui regardait la Loire comme une sentinelle éreintée Morville. À l'intérieur, 23 enfants juivèrent sous la supervision de sœur Madeleine et de 2 autres religieuses. C'était un lieu de règles simples, obéissance, silence sans ennui, et ne jamais, au grand jamais, ouvrir la porte du sous-sol. L'après-midi du 3 décembre, la neige commença à tomber en grands flocons lents. Depuis le doctorat, la petite Élise, 9 ans, observait à la cour se couvrir de blanc. « On dirait que le monde va disparaître », murmura-t-elle, à personne en particulier. Derrière elle, Baptiste Poussagé, toujours l'enclin à dévier les ordres, sourit. « Ou qu'il va cacher des choses qu'on ne devrait pas voir ?» Élise répondit pas. Mais cette nuit-là, elle repensa à ses noms, alors que le vent sifflait par l'huissier sur des fenêtres. Sœur Madeleine faisait des rires au monde, lorsqu'elle entendit quelque chose peuvant au nom du couvert du sous-sol. Un bruit sec rythmait comme si quelqu'un frappait des manchures du bois. Elle s'arrêta et écouta. 3 coups. Silence. Puis 3 autres. Elle ne s'approcha pas. Elle fit simplement le signe de la croix et elle se dirigea vers sa chambre. Le lendemain matin, des enfants couvertes d'une marque dans la cour. Elles ressemblaient à des empreintes, mais pas de chaussures. Elles étaient larges, profondes, comme si quelqu'un au nu des très lourds avait marché sur la neige fraîche. Les traces venaient du bois derrière l'orphelinat et s'arrêtaient exactement devant la porte du sous-sol. Sœur Madeleine ordonna que personne n'en parle.